Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous consacrer votre heure du dîner. Alors, je me présente, je suis Pierre Turgeon, conseiller en communication au CEGO, le Centre d'expertise des grands organismes. Le CEGO a pour mission générale de favoriser l'amélioration des services aux citoyens et ce midi, notre panel est ambitieux. Nous souhaitons, en 1 heure et demie, vous présenter en matière d'amélioration continue dans l'administration publique québécoise ce qui a été fait, le contexte actuel et ce qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à la marraine du groupe SEGO Amélioration Continue. Il s'agit de la vice-présidente à l'équité salariale de la CNESST, Madame Anouk Gagné. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce midi pour assister à notre panel du SEGO portant sur l'amélioration continue dans l'administration publique québécoise. Il me fait plaisir, à titre de marraine du groupe SEGO sur l'amélioration continue, de vous souhaiter la bienvenue au nom de mes 5 autres collègues du comité directeur du Centre d'expertise des grands organismes. 6 organisations sont membres du SEGO. Nous parlons, je vous le rappelle, de Retraite Québec, de Services Québec, de la RAMQ, la SAAC, Revenu Québec et la CNESST. Les 6 grandes organisations membres du SEGO ont toutes intégré l'amélioration continue à leur processus et façon de faire au cours des dernières années. D'ailleurs, je vous informe à ce sujet qu'un document intitulé État de situation, l'amélioration continue dans les organisations membres du Centre d'expertise des grands organismes est dès maintenant disponible sur la page LinkedIn du SEGO et le sera aussi d'ici demain sur le site Internet du SEGO au www.grandsorganismes.gouv.qc.ca. Vous constaterez en parcourant ce document que l'amélioration continue en a fait du chemin depuis son implantation dans nos grandes organisations il y a une quinzaine d'années déjà. Toutes nos organisations sont très fortement orientées vers le service à la clientèle. La démarche qui accompagne nécessairement l'amélioration continue nous oblige à nous remettre en question. Nous constatons aussi qu'il n'est pas paradoxal d'améliorer l'amélioration en même temps que l'expérience client et l'expérience employée. Ce ne sont pas deux forces qui s'opposent, mais bien au contraire. L'amélioration continue, à l'échelle de l'administration publique, occupe maintenant une part importante de nos processus. 2 de nos panélistes ce midi travaillent pour des organisations membres du SEGO et ont grandement contribué à faire rayonner l'amélioration continue. Il s'agit de Jean-François Perrault à Revenu Québec et Cathy Robitaille à Emploi et Solidarité sociale. Jean-François est chef de service de l'amélioration continue et de la gestion du changement à Revenu Québec. Cathy Robitaille est directrice par intérim de l'amélioration continue au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Tous deux sont ceinture noire en ligne Six Sigma. Nous avons aussi ce midi 2 panélistes hors SEGO. Leur contribution à l'implantation d'une culture d'amélioration continue dans l'administration publique est importante. Il s'agit de Marika Arbour, qui est depuis 2 ans directrice de l'amélioration continue au secrétariat du Conseil du Trésor. Marika est elle aussi ceinture noire Six Sigma. Et enfin, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous le professeur Denis Lagacé du département de génie industriel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quiconque s'intéresse à l'amélioration continue a certainement déjà entendu parler du professeur Lagacé et de ses travaux. C'est un honneur pour nous de l'accueillir ce midi. Merci d'être avec nous, M. Lagacé. Qui dit panel dit discussion et c'est la raison pour laquelle notre activité de ce midi s'intéresse au bilan des dernières années, mais va également aborder les défis et les perspectives de l'amélioration continue à l'avenir dans nos organisations. Sur ce, merci encore d'être avec nous. Je vous souhaite de bonnes discussions. Merci beaucoup, Madame Gagné qui est vice-présidente à l'équité salariale à la CNESST. Alors, voici quelques faits saillants, donc, pour le déroulement de ce panel de ce midi. Premièrement, je vous invite à fréquenter la page LinkedIn du SEGO et à vous y abonner parce que Mme Gagné l'a évoqué. En plus d'être informé de nos activités, vous pouvez y trouver le document qui présente l'état des lieux de l'amélioration continue dans nos organisations, un document du groupe de travail du SEGO sur l'amélioration continue. Vos questions sont toujours les bienvenues. Vous pouvez les soumettre dès qu'elles surviennent dans votre esprit en vous servant du chat, du clavardage, la conversation. Et vos questions, évidemment, on va les prendre à la fin de la présentation, puis on vous demande de
de faire en sorte que vos questions soient directement reliées au contenu du webinaire. Aujourd'hui aussi, une nouveauté, on veut vous consulter. Vous trouverez donc dans le chat un lien vers un sondage de satisfaction que vous pourrez remplir à la fin ou encore quand vous nous quitterez, le cas échéant. Et si jamais vous partez avant que ce soit fini, ben dites-nous pourquoi vous partez, de façon à ce qu'on puisse vous garder plus longtemps la prochaine fois. Donc, encore un rappel de nos 4 panélistes ce midi. Je les remercie sincèrement au nom du SEGO d'avoir accepté notre invitation et je vous rappelle que leur participation à notre événement se fait à titre personnel. Donc, pour être clair, personne ce midi ne parle au nom de son organisation. Les opinions que vous allez entendre sont celles des personnes et non la position officielle des organismes ou ministères représentés. Donc, il y a Marie Carbour, du secrétariat du Conseil du Trésor, Jean-François Perrault, de Revenu Québec, Cathy Robitaille, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et enfin, M. Lagacé, qui est professeur titulaire au département de génie industriel de l'UQTR. Alors, on a 4 blocs. Pour commencer le premier, je vais demander à Marie Carbour, du secrétariat du Conseil du Trésor, de nous présenter un peu l'amélioration continue chez elle. De quoi parle-t-on quand on parle d'amélioration continue, Marika, au Conseil du Trésor? Peut-être dans un premier temps, comme le disait Mme Gagné, effectivement, la direction d'amélioration continue existe depuis maintenant 2 ans. C'est notamment suite à une consultation là, qui avait été faite auprès d'une vingtaine là, de responsables en amélioration continue. Donc, aux alentours de 2020, ce qui est ressorti de cette consultation-là à ce moment-là, c'est qu'il y avait eu quand même un consensus important à ce que le SCT prenne une place pour soutenir le déploiement de l'amélioration continue au niveau gouvernemental. Donc, c'est suite, entre autres, à cette consultation-là qu'il y a eu la création de la direction. Donc, notre rôle est vraiment axé en soutien aux ministères et aux organismes. On est une petite équipe, donc 5 personnes à terme là, pour remplir ce mandat-là. Le mandat de la direction est vraiment d'accompagner et d'outiller les ministères et les organismes pour soutenir le déploiement de l'amélioration continue puis faciliter la mise en œuvre de projets à portée gouvernementale, donc des projets là, qui pourraient nécessiter une collaboration forte entre différents ministères et organismes. C'est sûr qu'on fait aussi une veille stratégique parce que l'amélioration continue évolue. On est encore beaucoup en appropriation, en développement de connaissances et de compétences là-dedans. On a aussi développé une offre de service là, sur 3 axes en lien avec notre mandat. Donc, le premier axe, c'est vraiment de soutenir le développement de l'expertise des équipes d'amélioration continue. Le deuxième axe, c'est de soutenir des projets majeurs à portée interministérielle. Et le troisième axe, qui est d'accompagner la mise en place de pratiques de gestion en amélioration continue, parce que les pratiques de gestion sont fondamentales en amélioration continue. On va le voir plus tard là, dans nos différents échanges. Pour voir aussi l'emplacement de la direction de l'amélioration continue dans l'organigramme du SCT, ce n'est pas anodin. Il y a eu un choix de le mettre au niveau du sous-secrétariat à la performance et à l'application de la loi sur l'administration publique. Ce qui fait qu'en choisissant vraiment de l'intégrer dans ce secteur-là, nos autorités sont vraiment venues affirmer que l'amélioration continue était une fonction importante pour soutenir l'amélioration de la performance des ministères et des organismes et leur permettre de répondre aux objectifs qui sont prévus dans la loi sur l'administration publique. Donc, des objectifs d'atteinte de résultats en fonction d'objectifs préalablement établis, mais aussi d'efficience dans l'utilisation optimale des ressources de l'administration gouvernementale. C'est un peu le portrait de notre direction. Une des premières questions qu'on s'est posées, parce que la direction était nouvelle, c'est quoi l'amélioration continue? Hein? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, c'est un des premiers mandats qu'on a fait en collaboration avec les ministères. Donc, on est venu se donner une définition que vous allez retrouver sur le site du secrétariat du Conseil du Trésor dans la section performance. La définition qu'on s'est donnée, en fait, là, une des premières discussions qu'on a eues, c'était de dire qu'il faut que ce soit le plus inclusif possible en fonction de l'évolution de ce qui se fait en amélioration continue. Il y avait une préoccupation que ce ne soit pas identifié exclusivement aux lignes, on va dire comme ça. Donc, la définition qu'on s'est donnée, c'est que l'amélioration continue, c'est un engagement collectif qui implique l'ensemble des acteurs d'une organisation pour remettre progressivement en question des façons de faire au moyen d'une démarche structurée de résolution de problèmes. Puis, on s'est aussi assuré que la valeur client puis l'expérience employée allait être dans cette définition-là. Donc, on parle de réaliser la bonne action au bon moment, au moment adéquat afin d'enrichir l'expérience citoyenne aussi bien que l'expérience employée.
OK. Puis à travers ça, on en a. Excuse-moi, Pierre. Oui. Tu peux y aller, je te laisse aller avec ta question. Non. Ben, en fait, il faudrait mettre un terme à votre présentation pour qu'on C'est puisse beau, enchaîner avec parfait. ce qui se passe. C'est beau. Et vous allez être contente aussi d'apprendre que la définition du SCT, on la retrouve aussi dans le document du SEGO sur l'amélioration continue. Donc, c'est Excellent. une Donc, des premières choses qu'on voit. on est cohérent. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Revenu Québec. C'est Jean-François Perrault qui va nous présenter maintenant son service. Oui, dans un angle bien différent de Marika. En fait, à Revenu Québec, moi, je suis chef de service en amélioration continue et gestion de changement. Au niveau de Revenu Québec, il y a plusieurs directions qui offrent l'amélioration continue, plusieurs directions générales. C'est une grande organisation de 12 000 personnes, donc évidemment, ça fonctionne un peu sur un modèle fédératif. Je suis dans une direction générale, la direction générale des particuliers de 3 200 personnes. Mon équipe, on est vraiment en projet. Donc, environ 15 conseillers en amélioration continue, 7 conseillers en gestion de changement. J'ai également une petite équipe, et je le dis pour eux là, qui probablement regardent, j'ai également une petite équipe de conseillers dédiés au contrôle qualité et à l'assurance qualité. Du côté du contrôle fiscal, on est à Revenu Québec, évidemment. On est principalement une équipe en projet, vraiment collée sur le milieu opérationnel. Donc, on a environ une quarantaine de projets d'amélioration continue de tous les niveaux, autant stratégique que plutôt initiative opérationnelle. Du côté de l'organisation, par contre, l'historique d'amélioration continue, c'est peut-être depuis 2011 environ où l'organisation s'est engagée en amélioration continue. Il y a eu un virage client en 2012 qui a vraiment accéléré les choses. L'agilité a pris une grande place. Évidemment, quand on pense à amélioration continue, on pense Lean Sigma, mais l'agilité a pris une grande place. L'approche d'assurance qualité également qui a pris une grande place à la DGP, à la DGE, qui sont en fait Direction générale des particuliers et des entreprises. Je m'excuse pour les acronymes. Et en 2020, je dirais que depuis 2020, l'expérience client a vraiment pris une grande place avec les parcours, les personas. Donc, à Revenu Québec, lorsqu'on parle d'amélioration continue, évidemment, on embrasse la définition que nous donnait Marika. Mais on a vraiment une perspective très large au niveau de l'amélioration continue. Ce n'est plus juste le Lean Sigma, c'est vraiment une perspective et des méthodologies beaucoup plus larges que traditionnellement. Voilà. Donc, ça ferait le tour? Oui. Merci beaucoup, Jean-François. Vous savez, au SEGO, il y a 6 organisations. Mme Gagné l'a évoqué. Il y en a une qui fait partie d'un ministère, c'est Service Québec, qui relève du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et on a la chance ce midi d'avoir avec nous Cathy Robitaille, qui fait de l'amélioration continue au MES. Alors, Cathy, bonjour. Présentez-nous vos activités. Bonjour, merci Pierre. Très heureuse d'être ici. Vous savez peut-être, l'amélioration continue a commencé tôt chez nous, en 2015. Ça fait déjà 8 ans qu'on fait de l'amélioration continue. On a débuté notre démarche avec le calimètre qui est fait par le Mouvement québécois de la qualité. Ça nous a permis de faire un genre de diagnostic de où on en est. Ça a été fait en 2015. On en a refait un deuxième en 2018 justement pour voir notre progression. On a mis en place la Perséline, que nous, on appelait à l'époque, et qui nous a permis de déployer vraiment la culture de l'amélioration. Donc, on s'est vraiment déployé dans les régions. On est quand même une grosse organisation, 6 000 employés, qu'on est allé propager la bonne nouvelle de l'amélioration continue et d'aller justement rencontrer les gens au niveau opérationnel, voir est-ce qu'on a des opportunités d'amélioration? Et ça l'a fait, bien sûr, amener plusieurs projets dans l'organisation. On a une stratégie de pérennisation qui sont essentiellement sur 3 axes à notre niveau. Au niveau de la gestion de la performance, toute la transformation des façons de faire. Vous avez probablement entendu parler le terme salle de pilotage, donc comment on suit notre performance. Monsieur Lagacé est d'ailleurs un formateur qui m'a accompagné auparavant. On a réalisé aussi on a réalisé aussi toute une démarche d'optimisation de processus, donc de nombreux projets. Le 3e axe, c'était vraiment la culture, donc tout ce qui est formation et la gouvernance. Nous étions auparavant un comité tactique. Dernièrement, on a changé notre comité tactique pour un comité directeur. On est d'ailleurs sous la gouverne maintenant du secrétariat général adjoint au MES. Donc, on a changé dans notre structure et on a un comité directeur qui a deux volets, 2 missions, le volet amélioration continue et expérience client.
Je ne pourrais pas passer à côté de vous parler un peu de mon équipe. On parle de 9 conseillers, dont 5 qui sont seniors, ceinture noire, avec une belle complémentarité dans les forces. On a un ADN assez fort, mais tout le monde est complémentaire dans l'équipe. Donc, premier volet, accompagner, coacher. Donc, on accompagne les équipes, les gestionnaires, les professionnels. Donc, tous ceux qui ont des projets. Des fois, on a une posture coach. D'autres fois, on est vraiment les mains dans le projet. C'est nous qui coordonnons les projets. On a le volet, bien sûr, formation de nos gestionnaires, formation les leaders notamment, l'accompagnement gestionnaire en performance, nos ceintures vertes qui sont nos racines dans l'organisation, parce que comme on est une grosse organisation, on veut s'assurer du transfert de nos expertises dans les équipes. Actuellement, on a une super communauté de pratique. On parle de 50 membres actuellement. On a une dizaine de nouveaux membres qui s'en viennent, qui ont la formation ceinture verte. On a quelques nouveautés. On a évolué dans notre offre de services pour être un peu plus près des besoins de nos clients, notamment avec des projets plus courts, je dirais, avec un déploiement un peu plus rapide. Comme ça, on s'assure de conserver nos momentum. Donc, oui, il y a encore des projets d'ingénierie. On a encore des projets un peu plus réguliers, ceinture verte, pour ceux qui connaissent un peu le terme, qui se fait en quelques mois. Mais on a aussi des projets en quelques semaines où vraiment on axe sur des améliorations rapides avec les équipes. Et notre nouvelle formation nous permet de faire cette nouvelle approche-là. Donc, actuellement, il y a une formation en cours. C'est vraiment stimulant pour l'organisation. Autre petite nouveauté rapidement. On va finir là-dessus, oui. Oui, absolument. C'est le volet performance. On a une page web qui va être disponible pour nos gestionnaires. On a centralisé la formation, l'information. Les gestionnaires vont être accompagnés plus facilement aussi. Donc, on va mettre plus d'énergie pour l'accompagnement coaching et les ateliers pour le transfert dans la pratique. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Cathy Robitaille. Et celui ce midi qui va devoir improviser le plus, ben, c'est notre sommité, notre expert, Denis Lagacé. C'est les séries de la Coupe Stanley dans la Ligue nationale. Ben, vous, on va se servir de vous un peu comme analyste. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, il y a des similitudes, des différences selon les organisations, mais est-ce que ça tombe sous le sens, ce que vous venez d'entendre? Ça fait ça fait 15 ans maintenant que je suis les différents organismes et ministères dans leur démarche d'implantation de l'amélioration continue. Au début, on avait comme identification des projets. Puis par la suite, on le voit avec les organismes qui ont parlé, la formalisation des équipes. Donc, une équipe qui est très bien structurée, qui peut se positionner à différents endroits dans les différents organismes, en fonction aussi de l'évolution de la démarche. L'implication de la haute direction dans leur volonté d'implanter cette démarche-là. Aussi, un peu comme M. Jean-François Perrault mentionnait, la combinaison de ces différentes approches, mais tout en conservant le fondamental, qui est l'amélioration continue avec les processus et dans le but de rendre nos services à la population plus efficaces, tout en respectant notre personnel et accompagnant notre personnel dans cette démarche-là. Mais c'est très rassurant de vous voir ici, très impliqué, et le nombre de participants à cette conférence-là est quand même excellent. Donc, belle démarche. Encore énormément de défis, comme vous pouvez le voir, mais excellent. Bien fier. Voilà. Bon, ben, tant mieux. Merci beaucoup. On a demandé à chacun de nos présentateurs de nous présenter une espèce de bilan de leur réalisation, de nous partager des anecdotes, autant ce qui a bien marché que ce qui a moins bien marché. Alors, pour ce bloc du panel de ce midi, ben, je vais demander à Jean-François Perrault, Revenu Québec, de commencer. Toujours, c'est le nerf de la guerre, hein, parler des succès dans les projets, qu'est-ce que ça donne exactement concrètement. Je me suis mis, lorsqu'on m'a invité pour le panel, je me suis mis à réfléchir à quelques projets qui, pour nous, ont été des succès assez francs. Je commencerai par un projet dont certains ont déjà entendu parler, qui est le parcours des liquidateurs de succession. Donc, c'est un projet qui, pour nous, était particulier. C'est des gens de mon équipe qui ont piloté ce projet-là. Pourquoi j'ai choisi ce projet-là? Parce que, en fait, c'est un des premiers projets où on a vraiment collé la méthodologie du Lean Sigma, entre autres le DMAIC, là, pour ceux qui connaissent cette approche-là, avec l'approche de l'expérience client. Donc, on a vraiment fait des parcours, on a vraiment fait des personas, et ça nous a amené plus loin.
Donc, on a pu utiliser toute la méthodologie processus et vraiment la méthodologie propre au parcours. Récemment, il y a quelques semaines, en fait, j'ai reçu un résultat. On contrôle un peu les gains dans ce projet-là qui est bien avancé, mais qui n'est pas terminé. Récemment, je voyais qu'on était passé de 29 à 16 de dossiers non conformes. Par là, j'entends, dans le fond, l'envoi initial des bons documents par les liquidateurs. Donc, c'est une amélioration d'environ 46 de bons du premier coup. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Concrètement, c'est des milliers de liquidateurs qui ont de l'information plus simple, qui vont avoir un délai de traitement plus rapide, une meilleure qualité de traitement, etc. Donc, pour nous, c'est un exemple de projet. C'est ce que doit permettre l'amélioration continue. D'autres projets, c'est une catégorie de projets. Je dirais que nous, à Revenu Québec, il y a quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Ce n'est pas le cas dans toutes les organisations. C'est l'assurance qualité. L'assurance qualité qui est vraiment une approche d'amélioration continue, aussi qui se marie très bien aux lignes Sigma. Donc, on a, dans la direction générale où je travaille, on a révisé les principaux processus clés pour vraiment venir uniformiser ces processus-là, optimiser ces processus-là, les standardiser et mettre en place des mécanismes d'amélioration continue. Fait que vraiment rendre l'amélioration continue et non pas juste par grand bond. Donc, on s'assure vraiment de faire une mesure en continu et de faire des améliorations, petites améliorations en continu, autant au niveau des processus que de la formation, instruction de travail et autres. On parlait tantôt, M. Lagacé parlait de conditions de succès, on parle de culture. Évidemment, c'est quelque chose qui est important. On ne veut pas uniquement rester au niveau des projets. Il y a des conditions de succès qui, les dernières années, se sont mises en place, qui étaient moins présentes, je dirais, depuis 5 ans. On voit vraiment une accélération à ce niveau-là. Les objectifs des projets sont mieux définis, les rôles et responsabilités sont désormais mieux définis. On a une coordination qui est plus agile. Il y a une stratégie de gestion de changement qui se met systématiquement en place dans les projets. Et tout ça facilite beaucoup l'amélioration continue, autant en projet que de façon plus large au quotidien, vraiment dans le courant. Pierre, tu nous parlais aussi d'embûches. Est-ce qu'il y a des embûches à tout ça? On en a vécu beaucoup, on en vit encore, évidemment, au quotidien, c'est normal. Je dirais que le principal embûche, c'est lié à la somme de changements qu'on a dans nos organisations. Il y a une capacité organisationnelle à conjuguer avec le changement. On fait des projets d'amélioration continue, mais il y a tout le courant aussi. Parfois, on sous-estime les efforts. Donc, c'est vraiment un défi qui est constant. C'est lié également à ça lorsqu'on vient faire du Lean Sigma, de l'amélioration continue. On s'attarde beaucoup à l'avant-projet, le pendant. Et parfois, malheureusement, les projets s'enchaînent, donc on a tendance à passer un peu vite au niveau de l'implantation et du contrôle des projets. Est-ce que les projets sont bien implantés? Est-ce que les projets vont être pérennes dans le temps? Ça, c'est définitivement un défi qu'on a conjugué avec les mandats, le courant, l'implantation des projets, l'enracinement et qu'on s'assure que ces projets-là donnent les efforts voulus. C'est bon. Vite comme ça, ce serait les principales embûches que je vous présenterai. Ben, c'est bien parfait. Merci beaucoup, Jean-François. On va aller voir du côté du MES. C'est un peu le même scénario. Il y a des succès là aussi, des embûches, il y en a eu sûrement. Et aussi tout l'aspect de la pandémie. Vous avez été des acteurs de premier plan en ce qui concerne la pandémie au MES. Cathy Robitaille, parlez-nous un peu des projets chez vous, là, très concrètement. Oui, ben, je pense que je vais surfer, Jean-François, sur un peu les leçons apprises de nos défis, nos enjeux. Assurément, s'assurer d'avoir pas juste des projets qu'on livre, mais vraiment l'accompagnement. On met beaucoup plus d'efforts dans l'accompagnement des gens, dans former les gens et de rapidement, ce qu'on apprend, on le transfère dans la pratique. Donc, on ne fait pas juste suivre des formations avec la théorie, mais rapidement, on part de problématiques vécues, des processus ou que des enjeux, et on le transfère avec les gens dans la pratique. Donc, on les met rapidement dans l'action. Et on a vu que grâce à ça, d'ailleurs, on vit des succès, plusieurs succès, des petits, des moyens, des grands. Donc, on est plus à l'écoute des gens aussi. On s'assure d'être peut-être moins centré sur la solution, parce bien sûr, c'est important les solutions qu'on met en place, mais
davantage centré sur, je dirais même, les processus de communication. Quand on parle de salle de pilotage, la fameuse cascade, escalade de l'information, les bonnes personnes au bon moment qui sont partie prenante des processus dans lesquels il y a des enjeux. Il y a des succès, c'est sûr. On est fiers de ce qu'on fait, on est fiers des gens avec qui on travaille. On a la flamme de faire de la résolution de problèmes avec ces gens-là. Notamment avec Service Québec, il y a tout un travail qui est mis en place actuellement. Notamment, nous, on l'appelle le CCC, le Centre de communication avec la clientèle. Il y a des activités de soutien qui ont été offertes au niveau de la DAC avec eux pour déployer justement les salles de pilotage, que ce soit au niveau opérationnel, tactique et stratégique. Puis on a vu rapidement dans la pratique là, une amélioration importante de l'accessibilité téléphonique au niveau de la clientèle. Je pense que les gens qui l'ont vécu, puis on l'a vu dans les rencontres, les bonnes idées viennent des personnes qui sont concernées, donc de la résolution de problèmes qui se font rapidement, qui escaladent au bon moment, donc toute la gestion des risques aussi qui se fait un peu plus rapidement et de façon significative, les délais ont été améliorés. Ça a eu un impact tellement grand en termes de suite. Bien sûr, il y aura bien sûr d'autres salles de pilotage qui vont être déployées dans les autres lignes d'affaires, notamment la Direction générale des services téléphoniques, pour justement mettre en place cette fameuse cascade et vivre ces mêmes bénéfices auprès de le niveau opérationnel. Donc, on a d'autres projets que je peux dire brièvement les noms, notamment l'arrivée des pentes des employés. Ça a été un gros projet de réingénierie dans l'organisation. On avait 4 sous-processus là-dedans. Des centaines d'activités, imaginez. L'idée derrière tout ça, c'est de mieux faire, de centraliser l'information, de rendre accessible l'information, de faire connaître les rôles et les responsabilités des gens. Et donc, ça a eu un impact fort intéressant et c'est en train de se déployer dans notre organisation. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Cathy Robitaille. Merci. On va terminer la description de ce bloc-là avec le secrétariat du Conseil du Trésor et Marie Carbour. Bien, c'est sûr que nous, on a quand même la chance d'être en interaction avec l'ensemble des ministères et des organismes. Fait que, on est capable de voir une certaine évolution depuis les années qu'on voit le déploiement de l'amélioration continue. Si je prends l'exemple qui a été nommé au niveau des salles de pilotage, par exemple à Service Québec ou entre autres, là, en fait, ce qui est rassurant pour nous, c'est qu'on constate que, vous savez, il y a des mouvements parfois dans nos hauts gestionnaires au niveau des sous-ministres adjoints. Et ces gens-là qui quittent et s'en vont dans d'autres organisations amènent avec eux ces nouvelles façons de faire-là. Donc, ça amène une percolation dans des organisations qui n'étaient peut-être pas du tout encore impliquées dans l'amélioration continue. Fait que ça, on commence à voir ces effets-là. Fait que moi, je pense que c'est extrêmement positif. Ça veut dire que on a atteint nos objectifs d'une plus-value pour les gens qui ont vécu ces expériences-là. Puis petit à petit, là, ça fait du chemin, puis et c'est ça fait des petits. Un autre élément qui est positif qu'on a vu, c'est qu'on a ajouté des notions d'amélioration continue, notamment dans le cadre gouvernemental de gestion des bénéfices dans nos projets TI. Donc, concrètement, on est venu mettre des notions d'amélioration continue. On parle des gaspillages, on parle de valeur ajoutée notamment. Et associé à ça, par défaut, des obligations de revoir les processus en amont avant d'investir dans nos grands projets TI. Donc, ça aussi, on est venu camper des choses qui, il y a quelques années, là, auraient été impensables juste dans les termes qui sont utilisés dans ce cadre-là. Et bien sûr, c'est sûr que la création de notre direction, on a vu qu'il y avait des ministères qui n'étaient pas du tout là, ça les a mis en mouvement. Donc, petit à petit, des nouvelles équipes qui sont en train de se former. Donc, on voit là, qu'il y a, même si la majorité était déjà là-dedans, il restait des résistants, on va dire comme ça. Donc, on voit là, qu'il y a un mouvement vers l'amélioration continue aussi dans ces ministères-là. Fait que ça, c'est très important. En termes d'embûches, c'est sûr que nous, on constate quand même une méconnaissance à certains niveaux là, de l'amélioration continue, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique dans chacune des organisations. Donc, il y a encore du chemin à faire là-dessus, il y a encore des apprentissages pour comprendre c'est quoi les éléments de base de l'amélioration continue. Les organisations ne sont pas tous à la même place. On entend encore, moi, je ne fais pas de processus, par exemple, alors que c'est le cœur de nos organisations. C'est quoi les gaspillages? On est vraiment dans le b.a.-ba. C'est encore des termes qui sont difficiles. Pas partout, là, mais dans certaines organisations, il y a encore du chemin à faire, bien sûr.
Puis, un peu comme le mentionnait Jean-François, de mener à terme nos projets, donc d'obtenir les gains, donc d'implanter dans le fond l'ensemble des solutions qu'on a vues, puis de s'assurer d'une pérennité de ces solutions-là et une dynamique vraiment d'amélioration continue. C'est encore difficile dans la majorité des organisations. C'est quoi la cause fondamentale? Jean-François parlait de la somme des changements. Effectivement, est-ce qu'on tient compte de notre capacité organisationnelle, de la capacité des équipes à travers tous les changements qu'on leur demande? Là, probablement que ça fait partie de la réponse, mais assurément, là, il y a encore des défis là, par rapport à ça. C'est ce qu'on voit là, dans les organisations. Bien, merci beaucoup, Marie Carbour. Est-ce que c'est conforme à ce que vous entendez habituellement dans votre pratique, M. Lagacé? Est-ce qu'on constate que ce n'est pas tout le monde qui est à la même vitesse, que certains sont à maturité, d'autres, on est encore un peu dans l'ésotérisme? Qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce que vous venez d'entendre? Je n'irai peut-être pas dans l'ésotérisme, mais du moins, on n'est pas la même positionnement en termes de maturité, de l'amélioration continue dans les organisations. Comme on peut voir, il y a différentes approches qui sont utilisées, qui sont une approche plus projet, sous la forme de DMAIC, la méthodologie DMAIC, où est-ce qu'on voit les limites ou les bienfaits de cette approche-là structurée en forme de gestion de projet, avec des livrables précis, et où est-ce que la poursuite du projet, lorsqu'il est transféré à l'intérieur des organisations, des opérations, peut sembler plus difficile. Une petite note que Donc, l'amélioration continue peut être vécue plus aussi sous une forme quotidienne, comme Mme Robitaille nous faisait parler, nous en faisait mention, où est-ce que les équipes sont mises à contribution rapidement pour identifier les bloquants, les sources de gaspillage et en utilisant de la méthodologie, dans ce cas-ci, c'est les salles de pilotage, vont identifier des solutions potentielles et les mettre en application. C'est juste arbitrage entre notre gestion de capacité de nos grands projets de transformation et l'amélioration continue au quotidien par de petites choses. Dans les deux cas, les deux approches peuvent être porteuses de grandes performances ou grandes réussites. C'est l'équilibre entre les deux. Une organisation ne peut pas simplement travailler en forme projet sans souci de la pérennisation puis des effets par la suite des projets. Donc, un degré d'innovation beaucoup plus grand. Toutefois, si on est toujours en petite amélioration, il peut manquer ces grands défis-là de transformation d'organisation. L'approche doit être combinée. Mais dans les deux cas, il faut qu'on ait un soutien important et un leadership important de la part de nos gestionnaires. Et en terminant, Marika, tu as bien raison, en parlant d'essaimage dans nos organisations, parce que nous autres, on vous voit passer d'une organisation à l'autre. Tu dis, il était sous-ministre d'une place, s'en va sous-ministre dans l'autre, directeur, s'en va dans l'autre. Et cette forme d'essaimage-là, c'est un peu comme un virus, le virus de l'amélioration continue, le AC, qui se transmet d'une organisation à une autre en permettant le transfert des bonnes pratiques. Moi, ça, j'en suis bien fier. Bon, bien, tant mieux. Et je pense qu'on est mieux avec le virus de l'amélioration continue qu'avec celui de la COVID-19. Exactement. Et justement, c'est pour faire un lien un petit peu humoristique avec notre prochain bloc qu'on veut consacrer au défi de l'amélioration continue au moment où on se parle. Bon, il y a eu la pandémie qui est venue bouleverser un certain nombre de choses. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui nous afflige tous. Il y a l'inflation. Bref, des défis, il y en a et ils semblent être communs à l'ensemble des organisations. Alors, comment ça se passe par rapport aux défis? On va entendre en premier là-dessus Cathy Robitaille nous parler un peu de la situation au MES. Merci Pierre. On peut commencer par la pandémie, qui a été bien sûr assez costaud, disons-le, dans nos pratiques, dans nos changements de pratiques. Ne serait-ce que le fait d'être en télétravail, ça a été un virage excessivement important. Pour les gens qui connaissent notre travail, physiquement avec les gens en équipe, toute notre offre de services, l'accompagnement qu'on faisait était en présentiel, bien évidemment. Donc, on a eu un virage technologique à faire. Comment rendre dynamique nos ateliers?
nos coachings, comment rendre ça visible, comment travailler en temps réel avec les gens alors qu'on est à distance. Donc, on a dû rapidement, je dirais, faire un état de situation, qu'est-ce qui nous manque pour continuer à offrir notre offre de service et rapidement se mettre en action pour continuer à être un soutien à l'organisation. C'est ce qu'on a fait. On a fait un gros virage. Un virage qui nous a permis, par contre, d'utiliser des nouvelles technologies qui sont devenues des leviers, puis qu'on n'est plus capable de s'en passer maintenant. Le Teams, aujourd'hui, on a l'opportunité d'être en Teams. On a une mission qui est quand même auprès de nombreuses organisations. On peut rejoindre des gens d'un peu partout qui se joindre à eux et bénéficier de leur expertise en temps réel. C'est énormément satisfaisant. Donc, des opportunités, bien évidemment, qui nous a permis c'est ça, comme de revoir sur le plan technologique, ça serait quoi nos meilleures façons de faire, comment rendre ça dynamique, comment se moderniser, comment innover. Donc, ça a été un levier, ça demandait un effort. Là, je dirais qu'on est bien rodé. On a transformé tous nos outils en mode virtuel. Et je vous dirais, les grands avantages de tout ça, c'est d'avoir, tout le monde a la bonne information, la dernière information au bon moment. Donc, travailler en temps réel, c'est énormément satisfaisant. Ceux qui travaillent en salle de pilotage le savent aussi. Donc, on peut travailler en même temps dans des documents, le transfert d'expertise, la centralisation, l'historique de l'information, des gros avantages. Puis là, comme je vous dis, on ne peut plus s'en passer, là. Donc, ça demeure une façon de faire, ça demeure dans nos pratiques. Donc, on a dû se réinventer, on a dû travailler différemment. On a dû innover dans nos façons de faire. Puis je vous dirais qu'on continue à être à l'affût des nouvelles pratiques, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, l'automatisation, toute l'analyse de données aussi, qui sont devenues un levier à nos réflexions, à nos diagnostics. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager dans nos opportunités, défis qu'on a eus. Merci beaucoup, Cathy Robitaille. On va retourner au Conseil du Trésor avec Mérica Arbour. Vous aussi, j'imagine, la pénurie de main-d'œuvre vous frappe de plein fouet comme tout le monde, là. Bien, assurément, la rareté de main-d'œuvre. En fait, je pense qu'il faut le voir vraiment comme un défi puis une opportunité. Une opportunité parce que ça va forcer le jeu. L'ajout de ressources humaines n'est plus nécessairement une option quand on veut améliorer nos services, alors que c'est le réflexe naturel là, qu'ont nos organisations de dire je n'y arrive pas, donc je dois ajouter des gens. Alors là, ajouter des gens, on a beau le demander, avoir les autorisations pour les ajouter, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de les recruter. Fait que, assurément, je pense que ça devient une opportunité extrêmement intéressante là, pour l'amélioration continue, pour devenir, dans le fond, une réponse à une problématique là, qui est déjà réelle pour tout le monde. Puis en même temps, c'est un défi parce que nous-mêmes, on le vit dans nos propres équipes. Notre recrutement n'est pas facile. C'est une expertise qui est très en demande, qui est quand même complexe. Donc, on a ces enjeux-là nous-mêmes. Là, ça nous force à se poser des questions et à voir comment on peut travailler nous-mêmes différemment là, compte tenu de ces enjeux-là. Je pense que c'est un qui est extrêmement important et qui va se poursuivre là, dans les prochaines années. En termes de défis, c'est sûr que Jean-François l'a mentionné un petit peu dans l'historique de Revenu Québec, l'arrivée de nouvelles approches. Ça vient parfois brouiller les cartes. On a eu l'agilité, l'expérience client. Là, on parle beaucoup d'innovation. On a tendance à en faire des choses en soi, alors que c'est toutes des démarches qui sont très, très complémentaires, là, avec le Lean qui était notre porte d'entrée beaucoup de l'amélioration continue. C'est toutes des approches qui demandent des compétences similaires, qui sont basées sur un tronc commun. Donc, on a avantage à les regarder de cette façon-là que d'en faire des choses distinctes. Mais je pense que ça va faire partie de nos défis là, de faire un tout intégré là, pour vraiment soutenir l'amélioration de la performance dans nos organisations. Fait que je dirais que c'est les deux défis là, actuellement nous qu'on voit, en plus, bien sûr, de tout le télétravail là, que mentionnait Cathy. Voilà, merci beaucoup, Mérica. Jean-François Perroy à Revenu Québec, j'imagine que c'est un peu la même situation. Vous autres aussi, vous recrutez, vous cherchez, ça vous prend des bras, puis tout le monde cherche une place. Hein? Ouais. Très similaire, effectivement, au niveau de la pandémie, on l'a dit. Il y a eu, pour commencer, avant de parler de pénurie au niveau de la pandémie, évidemment, ça nous a amené à nous repositionner pour faire un peu à la blague. Là. Quand on parle des nouveaux outils, on est passé des champions des Kaizen aux champions Teams, Forms, Whiteboard. Ça a ses limites, évidemment, mais je pense qu'on a réussi à créer des dynamiques. Je pense que c'est vrai que la plupart des
des équipes d'amélioration continue. On a réussi à créer des dynamiques un peu comme on l'avait autrefois, vraiment en groupe de travail, en présentiel. Pour répondre à la question au niveau de la pénurie, oui, mais même chose. Ce que je pourrais apporter peut-être un peu, quelque chose qui nous apparaît en tout cas comme important, c'est vraiment au niveau de la masse critique, au niveau des équipes d'amélioration continue. Compte tenu qu'il y a une mobilité un petit peu plus grande, un petit peu, voire beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant, et qu'il y a une difficulté d'attraction, il y a une importance d'avoir une masse critique dans ces équipes-là, parce que sinon on recommence à former ces gens-là, on recommence à se positionner dans les organisations. Donc, c'est important. Les très petites équipes ont de la misère, évidemment, à survivre, alors que les moyennes, les plus grosses arrivent à se maintenir malgré les défis qu'on a actuellement. Peut-être un élément qui n'a pas été mentionné, peut-être qui concerne l'information. Il y a ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a quand même une capacité d'aller chercher de l'information plus que jamais. Il y a beaucoup d'informations. Parfois, ça a été dit beaucoup, mais trop d'informations. Parfois, c'est comme pas assez. L'information, il faut l'agglomérer, il faut l'analyser, il faut la mettre à la disposition aussi. Donc ça, je pense que c'est un défi qu'on a. On a beaucoup d'informations, on fait des tableaux de bord, mais est-ce que c'est vraiment des déclencheurs d'action? Est-ce qu'on a la bonne information au bon moment? Ou est-ce qu'il y a plein d'opportunités qui sont inexploitées? Peut-être un dernier élément, un facteur externe qui nous affecte tous, puis en fait, c'est une bonne chose, mais il faut savoir composer avec ce changement-là, c'est la transformation numérique. On fait face à des gros changements. Oui, l'amélioration continue, souvent, on parle de gros changements, mais au niveau de l'organisation du travail, là, on fait face souvent à des gros changements avec des équipes systémiques. La bouchée est très grande, c'est de grande envergure, ça a des impacts très importants au niveau de la population. Donc, comment, ça a été dit, là, entre autres par Marika et M. Lagacé, là, comment on fait pour conjuguer gros changements et changements incrémental? Je pense que les deux doivent être vraiment présents de manière conjointe. Et au niveau des gros changements, là, j'entends mes collègues dire c'est important de penser processus, c'est important avant de mettre en place des systèmes, que les processus soient optimisés. Mais on ne le dira pas assez parce que c'est des gros projets égale gros risque. Donc, il faut être sûr qu'on fait la bonne affaire. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-François Perroux, Revenu Québec. Monsieur Lagacé, ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous diriez que l'amélioration continue est un petit peu à un point de bascule? C'est-à-dire que dans chacune des organisations, quand on parle d'amélioration continue, la crédibilité, elle est acquise. La notoriété, maintenant, les gens vous connaissent et savent ce que vous faites, mais allez-vous encore avoir les moyens de vos ambitions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Les moyens des ambitions, c'est intéressant. Je reviendrai un peu, M. Turgeon, sur les défis. Et vous savez, les défis, hier, c'était la COVID, demain, c'est quoi? On ne sait pas. Il va toujours en avoir des défis, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Je crois que nos organisations, lorsqu'ils ont à déployer des méthodologies, et je reviens un petit peu avec M. Perrault, ce qu'il disait, c'est nos méthodologies, il faut qu'elles soient adaptées comme de raison à la situation actuelle, mais c'est investir dans ces méthodologies-là avec le personnel adéquat, donc une masse critique. Une personne va discuter à faire bouger les choses. Donc, une méthodologie et une équipe qui va permettre de relever n'importe quel défi. Que ce soit de l'amélioration de processus au quotidien, que ce soit l'implantation de de changements technologiques. Donc, une méthodologie robuste. C'est sûr que celle de l'amélioration continue a fait ses preuves depuis des années, la DNAEC aussi, et d'autres aussi, l'Agile. Puis c'est la combinaison, comme disait Marika, c'est le fondamental quand toutes ces approches-là, centrées sur les processus avec l'amélioration justement de ces processus-là, les gens, l'implication des gens dans l'identification des solutions et la mise en place de solutions par la suite. Donc, la mise en place et l'accompagnement, comme on fait avec Mme Robitaille. Donc, cette méthodologie-là, soutenue par une équipe dédiée, assez costaud, va le permettre. Là, je vais peut-être lancer quelque chose qui va peut-être faire réagir les gens, mais dans mon ancienne vie, qui était plus manufacturière, on disait que 2% du budget devrait être consacré à l'amélioration continue. Là, faites vos calculs. Ça peut représenter une somme importante, mais
pour avoir suivi des organisations plutôt manufacturières avant, là, les retours sur investissement est important. Dans notre cas, c'est le service à la population, quel qu'il soit. Donc, on ne le mesure pas en termes de dollars, oui, mais surtout en termes de retour à la population, service à la population. Donc, défi, toujours. Ça fait 15 ans, puis c'est toujours et les défis reviennent. Hein? Il y a une récurrence dans les mêmes types de défis. On les voit revenir d'année après année, ce sont les mêmes. On parlait d'attraction, rétention du personnel, d'accueil du personnel, ça revient souvent dans les différents projets. Les défis demeurent investir dans la méthodologie et dans l'équipe. Donc, formation d'équipe, c'est pas mal les principaux points là à conserver. Merci. Merci beaucoup, M. Lagacé. On va y revenir aussi pour la période des questions parce que je suis convaincu que les participants vont en avoir pour tous nos panélistes. Mais là, on est rendu à notre dernier bloc, à savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'amélioration continue, c'est une option ou une obligation pour votre organisation? Ce sera quoi la suite des choses? Donc, si dans un an, le SEGO organise un panel, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à propos de l'amélioration continue? J'ai envie de commencer par vous, M. Lagacé. On s'en va vers quoi? C'est quoi la suite des choses dans votre optique pour l'amélioration continue? Je regarde ma boule de cristal et c'est le futur où on s'en va vers quoi? Ben, si le passé garantit le futur, je pourrais dire que déjà, la reconnaissance d'amélioration continue au sein des organisations, je ne peux pas dire qu'elle est bien répandue dans tous les organismes et ministères, mais à ma connaissance, on a quand même un bon taux de pénétration. On va continuer. La méthodologie, comme j'en ai parlé, est bien documentée, faites ses preuves, les différentes formations, les différents outils, on parlait de salle de pilotage, donnent des résultats, donc on va continuer à progresser à ce niveau-là. Le défi qui peut nous demeurer, ou en fin de compte dans la perspective, c'est de conserver le fondamental de cette approche-là, sans la triturer trop, et garder, en fin de compte, le sens profond de l'amélioration continue, qui est les gens qui revisent des processus ensemble dans le but de donner un meilleur service à notre clientèle. Donc, ce fondamental, s'il est assuré avec la méthodologie et les bons investissements, ben, le futur, votre niveau de maturité organisationnelle dans vos organisations va ne faire que croître. Donc, on va partir d'un petit projet comme preuve de concept qu'on faisait il y a 15 ans, à un organisme qui déploie ses opérations en amélioration continue au quotidien et d'où les idées d'amélioration viennent aussi beaucoup de la base, avec une bonne structure pour escalader les problématiques. Donc, mix, projet et l'amélioration continue et une croissance dans leur niveau de maturité. Mais merci, M. Lagacé. Marika Arbour, au SCT, qu'est-ce qui s'en vient? Vous voyez comment l'avenir... Qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Moi, je pense que l'amélioration continue, c'est un incontournable. Peut-être parce que je prône pour ma paroisse, mais c'est maintenant un incontournable là, dans nos différentes organisations, au même titre qu'une direction de ressources humaines, par exemple. Il y a une volonté très forte, on l'entend là, au niveau politique, d'avoir des services simplifiés pour les citoyens. Fait que assurément, il y a une volonté qu'il y ait un questionnement sur la valeur ajoutée réelle qu'on amène. Donc, éliminer ce qu'on appelle la paperasse, mais qui est souvent aussi des formes de gaspillage importantes dans nos organisations. J'entendais Denis avec le 2 % d'investis dans les entreprises plus manufacturières. Probablement que concrètement, ça ne se traduira pas en 2 % d'une équipe, l'équivalent d'une équipe d'amélioration continue. Par contre, si on veut y arriver, là, compte tenu de notre environnement extrêmement complexe qui bouge énormément, il faut investir dans les équipes terrain. Donc, l'amélioration continue, ce n'est pas juste une affaire d'une équipe spécialisée. Donc, il faut développer des compétences des équipes terrain pour qu'effectivement, on soit capable de faire des petites améliorations incrémentales, régulière pour être capable d'y arriver. Fait que, je pense que le 2 % est peut-être plus réaliste qu'on pense dans ce cadre-là. Puis pour faire ça, il faut aussi développer les compétences de nos gestionnaires. C'est pas du acquis, là. Fait qu'il faut les soutenir parce qu'ils ont un rôle fondamental pour soutenir ces équipes-là, puis vraiment être dans une dynamique d'amélioration continue. Fait que je dirais
dans un an, d'être en mouvement dans cette perspective-là concrètement, avec une volonté forte de nos hauts gestionnaires de dire c'est là qu'on s'en va et on veut vraiment être dans l'amélioration en continu dans nos organisations. Bien, merci, Mme Arbour. Mme Robitaille, Cathy, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'est-ce qui s'en vient? Écoutez, l'amélioration continue était là il y a quand même 8 ans. Elle est encore présente, je dirais bien ancrée, avec une équipe fort dynamique. Notre mission est importante, hein? La mission au niveau social, que ce soit au niveau des citoyens, au niveau des entreprises. On a un guichet multiservice, hein? Et on souhaite bien sûr s'assurer de la simplification de nos services. C'est au cœur de notre mission. Donc, on est à même cette mission-là pour aider à répondre à cet objectif, bien sûr, d'assurer en termes de délai, en termes de qualité de service, de rejoindre notre clientèle puis répondre aux besoins de notre société. Marc-Carl le nommait tout à l'heure, l'amélioration continue, c'est en continu. Ça n'a jamais de fin. Donc, bien sûr, une évaluation régulière de nos processus, bien, ça nous permet de façon régulière, justement, optimiser. C'est sûr que la culture de l'amélioration aussi demeure importante à maintenir. Donc, que ce soit au niveau de la formation, de l'accompagnement coaching de nos ateliers, que ce soit aussi avec notre communauté de pratique. Je disais, c'est nos racines. Hein? Donc, oui, on a une grosse équipe au central, mais on a des gens aussi qui déploient. Actuellement, on a 10 autres nouvelles personnes là, qui suivent la formation ceinture verte. Donc, 10 nouveaux projets en même temps qui se déploient dans l'organisation. C'est majeur comme façon de faire. Le développement des compétences, pour moi, c'est un incontournable. Donc, rapidement transférer ce qu'on apprend dans la pratique, je pense que c'est une approche qui est forte. La fameuse cascade d'escalade aussi qu'on parlait tout à l'heure, d'où qu'on voit des résultats rapidement même, parce qu'on a les bonnes personnes qui sont dans des processus. Puis on a tous à cœur de résoudre, hein, de faire de la résolution de problèmes. Puis on parlait de pousser vers l'action, mais d'où quand les gens sont dans l'action, ils se sentent pris en compte aussi dans leur expertise et rapidement, on fait de la résolution de problèmes. Je ne peux pas passer à côté les étroites collaborations que j'ai eues, que ce soit notamment avec l'UQTR, qui est une université, que ce soit bien sûr au niveau de la recherche, mais aussi à l'interne, toutes nos directions de soutien, que ce soit les ressources humaines, les TI. On a transformé une formation qui est devenue avec une page web. Ben, si on n'aurait pas eu une équipe qui nous a soutenus là-dedans pour rendre ça accessible, viable, ben, on n'aurait pas été aussi loin. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait, puis c'est ce qui fait qu'on va plus loin aussi, puis qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, ça prend des gens passionnés, il faut y croire. Hein? Donc, je pense qu'on est une gang de passionnés et aussi, on est soutenu par notre organisation, par des gestionnaires qui sont impliqués dans les formations, dans les ateliers. Ça fait toute la différence. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Évidemment, on vous a demandé de faire vite parce que nous sommes 4 ce midi, il y a 4 panélistes. On est dans le temps, on est jusqu'à 13h15 et on voulait aussi permettre une plus grande période des questions. Mais c'est le moment, moi, où j'invite les participants à ce panel qui souhaitent nous soumettre des questions à le faire par le chat, la conversation. Vous nous faites ça par écrit et on va voir apparaître à l'écran un nouveau joueur. Il s'agit de Loris Richard. Loris travaille au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est aussi le coordonnateur du groupe SEGO sur l'amélioration continue. Et c'est avec lui ce midi que vous aurez l'occasion d'interagir avec nos panélistes par vos questions. Alors, bonjour Loris. Bonjour. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui ont été soumises par les participants dans la conversation? Absolument. Donc, une première question concernant la distinction à faire entre l'amélioration continue et le management lean, excusez-moi. Comment on peut distinguer les... J'ai envie de commencer avec M. Lagacé, puis peut-être après, si un ou l'autre des 3 autres panélistes veut en ajouter, ben vous pourrez le faire. C'est souvent une question qu'on nous pose. C'est quoi la différence entre les différentes approches? Le Lean, en fin de compte, c'est beaucoup centré sur la méthodologie d'amélioration continue qui trouve son essence dans le PDCA, planification, développement, contrôle et amélioration. Donc, le PDCA, Lean et amélioration continue, c'est similaire, c'est la même chose. On l'a francisé beaucoup. On a voulu aussi se démarquer du Lean au Québec
qui avait peut-être une mauvaise presse ou une presse plus industrielle pour parler d'amélioration continue qui est beaucoup plus engageant. Donc, entre les deux, c'est la même chose peu différent. Si je me trompe, vous pouvez me reprendre. Voilà. Merci beaucoup, M. Lagacé. En même temps, je veux faire amende honorable et m'excuser auprès de Jean-François Perrault parce que dans mon empressement à aller aux questions, j'ai oublié, Jean-François, de vous demander de nous parler de ce qui se passait chez vous puis de votre vision de l'avenir. Fait qu'on va on va y consacrer quelques minutes. Vous voyez comment l'avenir de l'amélioration continue chez vous? Je peux me reprendre en répondant à la question qu'on a eue, en surfant aussi sur ce que M. Lagacé disait. Un des éléments que j'aurais mentionné, c'est de l'arrimage des approches complémentaires. Puis la question me permet d'y répondre. Il y a une définition, il y a ce qu'on en dit, l'amélioration continue, effectivement, c'est quelque chose de très, très proche. Par contre, dans la pratique, de la façon que ça évolue, le Lean Sigma est une approche avec des outils X qui recoupe beaucoup d'autres approches complémentaires qu'on essaie d'intégrer également. Fait que l'amélioration continue, on le voit vraiment dans une perspective beaucoup plus large d'amélioration continue, donc où on s'assure, là, je reprends des éléments qui me viennent souvent en tête, l'amélioration continue en termes de coût, de qualité, de délai. Ce n'est pas que le Lean Sigma qui peut nous aider à faire ça. Par contre, évidemment, c'est l'approche peut-être la plus connue, documentée, qui a prouvé dans le fond sa valeur, mais il y a d'autres éléments, d'autres approches qui sont venus vraiment bonifier ça, qu'on essaye d'intégrer au maximum et on voit que ça donne des bons résultats. Okay. Merci beaucoup. Loris, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une nouvelle question concernant le déploiement de l'approche d'amélioration continue dans les organisations. La question étant la suivante: comment on peut aborder la situation dans une approche top-down? Il y a beaucoup de mots anglais en amélioration continue, mais je pense que c'est une tendance qui est comme internationale, là. Une méthode qui vient du Japon, on parle anglais, la méthode top-down. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cathy? En fait, quand on parle d'un gouvernement, c'est sûr que le fameux top-down va toujours exister, hein? Donc, il y a des orientations, on va appliquer des choses. Par contre, on peut se servir justement de l'opérationnel, du tactique et du stratégique, puis en faire plutôt comme une démarche d'amélioration. Je pense qu'un n'est pas exclusif à l'autre. Je pense qu'on peut avoir les deux conjointement. On le vit d'ailleurs actuellement. Donc, l'idée, c'est de faire de la résolution de problèmes avec nos gens, aussi au niveau opérationnel, faire monter les situations si à leur niveau, le défi devient trop grand. On a tenté des choses, puis on vient secourir, si on peut dire, ou soutenir le niveau opérationnel pour s'assurer que ces gens-là ont ce qu'il faut pour atteindre ce qu'on leur demande de faire, le fameux top-down. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose à ajouter, d'autres conseils à donner ou si tout a été dit là-dessus? Oui, M. Lagacé. Oui, le top-down, comme dirait Cathy, ça va toujours exister. Mais il ne peut vivre sans le bottom-up. Donc, le top-down, c'est la prérogative de nos organisations, de nos grandes orientations, et c'est correct. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Maintenant, si on veut que les choses se réalisent et soient pérennisées, il faut permettre la remontée, donc le bottom-up. Si cette remontée est faite, c'est avec un leadership partagé, parce que nos leaders acceptent et soient à l'écoute de ces remontées-là, de l'escalade des problématiques, pour venir en réalité améliorer des fois leur vision ou leur perspective qu'ils avaient en faisant le top-down, ben c'est là qu'on gagne. On gagne quand on permet l'arrimage entre le top-down et le bottom-up par ce leadership collaboratif. Et voilà. Merci beaucoup. Maintenant, Loris, il y a d'autres questions? Oui, donc, nouvelle question des participants. Comment réussir à descendre à la base les objectifs tels que l'approche client au cœur des préoccupations compte tenu des budgets limités? On parlait du 2 tout à l'heure. Je vous laisse répondre. Oui, bien si on parle de budget, moi, spontanément, j'ai envie d'aller voir Marie Carbour au Conseil du Trésor. Avez-vous une réponse à cette question-là? Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas toujours une question d'argent, hein.
Cathy pourrait témoigner, là, il y a des développements maison, de formation. Les gens, les équipes partent avec leur bâton de pèlerin, font des petits avec ça, vont former les gens. Fait que c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup parce que c'est un enjeu. Là, dans nos organisations, les budgets, c'est des budgets limités. Là, on n'a pas le retour, la dynamique de retour sur investissement qu'on peut vivre dans une organisation privée, on ne la vit pas. Fait qu'on se débrouille avec ce qu'on a, mais ça fait si petit, puis ça a l'avantage aussi d'être adapté à la réalité de l'organisation aussi. Fait que, on tient compte de la culture, de ce qui se vit, de la réalité. On a des exemples concrets. Fait que je dirais que c'est ce que ça amène là, comme possibilité. Mais c'est sûr que c'est un défi. Puis, est-ce qu'on pourrait dire, M. Lagacé, que les résultats en amélioration continue ne sont pas nécessairement immédiats? Le mot le dit, c'est de l'amélioration continue. Donc, ça se fait temporellement sur quand même un assez bon espace-temps. Oui, oui et non, dans le sens que si je reviens avec Mme Robitaille, on peut avoir des résultats presque instantanés lorsqu'on met les gens en action sur des problématiques opérationnelles qui les concernent et qui peuvent régler à l'intérieur de leur niveau d'autorité. Ça, on a des résultats instantanés ou presque. Maintenant, le processus d'amélioration continue, on peut l'imager comme élever un enfant. Chaque période a ses défis, chaque période a ses réalisations. Donc, oui, on arrive à la période adulte, qui est la grande maturité, bon, pour certains, mais chaque pas compte. Et c'est quand on bâtit sur chacun de ces pas-là qu'on peut dire qu'on progresse vers l'amélioration continue. Mais c'est sans fin. C'est sans fin, l'amélioration continue. Mais les gains peuvent être immédiats. C'est bon. Merci beaucoup. Jean-François, est-ce que vous le constatez vous aussi? Oui, là, je hochais de la tête. Oui, effectivement. Je pense que je reviens sur un élément que je mentionnais. Il y a les grandes transformations, mais il y a aussi les petites initiatives opérationnelles. Il y a aussi les processus d'amélioration continue qu'on se donne en faisant de la mesure en continu. Il y a des gains clairement immédiats qui peuvent être faits. Et c'est important de le voir, là. Initiative opérationnelle versus grand projet. Mais oui, c'est ce qu'on constate au quotidien. Okay. Merci beaucoup. Puis Cathy, c'est la même chose, j'imagine? Ben oui, puis tu sais, il y a des choses très concrètes qui me viennent à l'esprit, ne serait-ce que de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Ça a l'air très naïvement, mais ça peut régler assurément les délais. Hein. Les gens deviennent complémentaires, on comprend le début, la fin de notre rôle, puis assurément la qualité aussi de nos services. Donc, quand on regarde dans un processus, puis qu'on regarde l'activité qui est notre goulot, là, justement, là, puis qu'on peut mettre des gens pour le régler, mais assurément, on a des gains rapides, là. C'est bon. Loris Richard, une autre question? Oui, on a beaucoup de questions concernant les limites associées à la capacité des équipes. Donc, un exemple, une question qui est posée, c'est dans une équipe qui existe déjà d'amélioration continue, si on a un choix à faire entre l'expérience client et le déploiement de salle de pilotage, lequel vous proposeriez? Recommanderiez? Monsieur Lagacé, je vais commencer avec vous, mais je vais entendre les trois autres là-dessus après, oui, parce que c'est des choix déchirants des fois qu'on fait. Hein. C'est sûr que moi, bon, je suis vendu un petit peu aux salles de pilotage, c'est évident. J'irais par les salles de pilotage, pas parce que ce sont les salles de pilotage, parce que c'est de la structure et la méthodologie. L'approche client, c'est une retombée ou un projet qu'on pourra faire vivre à l'intérieur de notre salle de pilotage. Sinon, ça va demeurer qu'un projet. Voyez-vous? Fait que j'investirais, en termes d'équipe, dans la méthodologie, dans la structure qui, elle, va pouvoir prendre comme un autobus, en réalité, qui fait un parcours. On peut changer le parcours, mais on a investi dans l'autobus. Donc, les salles de pilotage deviennent notre moyen de véhiculer la performance. On pourrait y faire ce qu'on veut. Ça va toujours faire du sens, ou presque toujours du sens. Donc, l'approche client, oui, mais le voir comme une façon d'aller fédérer nos équipes, d'aller chercher nos équipes à l'intérieur d'une structure et les salles de pilotage seraient la façon d'aborder la question. Je vois les trois autres panélistes hocher de la tête. Marika, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, j'imagine? Ben, oui, parce que, entre autres, une des questions qu'on devrait se poser quand on voit une salle de pilotage, c'est est-ce qu'on voit bien le client?
est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on est capable de voir c'est qui notre client et comment on s'assure que le service qui est donné à notre client répond à ses attentes en termes de délai, de coût, de qualité. Fait que, la notion de client, elle est fondamentale pour moi dans la salle de pilotage. Fait que je ne peux qu'être d'accord avec Denis. Et Cathy Robitaille, Youmes? Ben, écoutez, en fait, essentiellement, on a 3 voies. Hein? Donc, la voie du processus, bien évidemment, la voie des employés qu'on prend en compte, puis la voie des clients. Donc, si dans notre démarche de salle de pilotage, on prend soin de ces 3 voies-là, ben, je pense que c'est un beau rendez-vous là, pour que ça marche. Voilà. Jean-François? Une question piège, là, je pense aux gens chez nous. Si je réponds une réponse, on va me le reprocher. Je réponds l'autre, on me le reproche également. Ah, vous avez le droit qu'on passe à la prochaine question aussi. Mais, je vais, hein, ça, c'est pas un non, je problème. vais me gâter en Oui. répondant à cette question-là. En fait, j'ai connu moi, des organisations avec des salles de pilotage et sans salle de pilotage. Il n'y a pas de bonne réponse à ça parce que la salle de pilotage, effectivement, c'est un déclencheur. J'ai vu toute la puissance de salle de pilotage dans les organisations avec une belle cascade d'informations. Par contre, ça demande une maturité organisationnelle assez grande pour que ça fonctionne. En ce qui concerne l'expérience client, c'est partout. Hein. Moi, je pense que l'expérience client, c'est aussi de l'amont très, très important. Non, pour moi, l'expérience client, là, quand on pense au sondage, quand on pense au persona qu'on se dresse, quand on pense au parcours qu'on fait, au lab client et autres, c'est tout aussi de l'information très, très précieuse. Donc, évidemment, notre mesure est très précieuse pour déclencher des actions, mais notre regard sur nos clients et la perspective que ça nous donne aussi, ça, je pense, c'est très, très intéressant. Fait que les deux, je dirais. C'est bon. Merci beaucoup. Loris, il y a d'autres questions? Oui, très bonne question aussi concernant le déploiement de la culture ou de la philosophie dans les organisations. Comment on inscrit l'amélioration continue dans l'ADN des gestionnaires? Alors, est-ce que quelqu'un veut se mouiller en premier ou Je peux peut-être y aller. Oui? J'aime bien le mot ADN, ça vient me chercher. Mais Oui. c'est sûr que nos gestionnaires, il faut les former, il faut les accompagner, il faut être à l'écoute de leurs besoins avant d'être dans la solution. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour atteindre la performance qu'ils souhaitent? On parlait de niveau de maturité. Une direction peut avoir un niveau de maturité différent que l'organisation. Donc, nous, on fait de l'autodiagnostic auprès de nos gestionnaires. C'est la première étape avant de faire de la performance. On va en avoir un d'ailleurs sur le web qui va permettre 1 à 2 fois par an de dire je me situe où? Puis à partir de là, comment est-ce qu'on peut répondre à tes besoins? Donc, ça donne du sens. Hein? Donc, ça n'ajoute pas une nouvelle tâche, ça n'ajoute pas une nouvelle affaire. On va s'inscrire dans ce que vous vivez, vos enjeux, vos bloquants, vos opportunités pour justement aller plus loin avec vous. Ils font partie de la solution. Hein? Ces gens-là, ils ont déjà des idées. Donc, je pense qu'il faut les accompagner dans ce sens-là, puis ils vont être un levier pour faire rayonner par la suite. Ensuite de ça, il ne faut pas juste soutenir le gestionnaire. Il faut accompagner les équipes, il faut qu'ils fassent partie de la réflexion. Si on arrive déjà avec toutes nos solutions, on ne les consulte pas, on les informe. Donc, quand on les consulte, puis qu'on fait justement vivre nos fameux 4 jours pour aller voir eux autres aussi leurs idées pour améliorer les processus, bien là, vraiment, on fait vivre le changement. Puis là, c'est sûr qu'on s'assure davantage d'une réussite. Merci, Cathy. Marie Carbour, au SCT, comment vous vous arrimez avec la gestion? Comment vous faites en sorte que les gestionnaires y croient à l'amélioration continue? Mais je pense que la réponse de Cathy est une bonne partie de la réponse. Hein. Quand on veut intégrer des nouveaux comportements, c'est de l'accompagnement, du soutien, du coaching. Alors, c'est sûr que ça doit faire partie concrètement dans les organisations. C'est sûr qu'à plus haut niveau, il y a des liens avec notamment les référentiels de compétences des gestionnaires leaders, qui est en concordance avec l'amélioration continue, la formation qui est donnée à nos nouveaux gestionnaires. Il y a un nouveau programme de formation aussi là, qui est en projet pilote au niveau de l'ENAP sur un parcours de performance où on va venir vraiment intégrer des notions importantes de pilotage de la performance et de l'amélioration continue. Donc, c'est des choses qu'on explore à plus haut niveau. Mais l'action concrète, terrain que font les équipes comme chez Cathy ou comme chez Jean-François là, sont extrêmement aussi importantes parce que c'est au quotidien, à tous les jours, qu'on peut intégrer ces nouvelles pratiques-là. Merci. Jean-François? Essentiellement, c'est ça. Moi, je pense que la formation des gestionnaires est essentielle. On parle de référentiel de compétences.
Encore une fois, je fais référence à un passé, moi, que j'ai vécu où on ne formait pas des professionnels, on formait les gestionnaires. Et quand je parle gestionnaire, ce n'était pas les gestionnaires de premier niveau, c'était les directeurs principaux, les bons, où on formait les gens et ça a donné de très, très beaux résultats. Parce que pour influencer la culture organisationnelle, lorsque c'est valorisé chez les gestionnaires de suivre cette formation-là, de mettre en application ces nouvelles compétences-là, ça permet de très, très beaux résultats. En revanche, c'est pas nécessairement, ce que chacune des organisations, doit faire. Moi, je pense qu'avec là, je parle de mon équipe, lorsqu'on vient accompagner des gestionnaires en mandat et on le voit, on les influence beaucoup et eux nous influencent dans l'adaptation de notre méthodologie et pour qu'il y ait un arrimage qui se fasse et je regarde depuis des années là, au départ, on avait certaines difficultés dans les mandats parce que l'approche était différente entre le gestionnaire, souvent porteur du mandat, et les conseillers qui venaient le supporter. Désormais, d'un projet à l'autre, il y a un arrimage qui se fait beaucoup mieux. Et sans qu'on ait formé le gestionnaire, je dirais qu'il y a ces valeurs-là, ces compétences-là ont vraiment percolé dans l'organisation. Merci Jean-François. Monsieur Lagacé, là-dessus? C'est difficile pour moi de rajouter ce que nos panélistes ont apporté, mais ce que j'ai pu remarquer pour déployer la culture de l'amélioration continue dans nos organisations, ça prend réellement un leadership fort de la très haute direction. Si la très haute direction est convaincue que cette approche-là peut donner les résultats tels que escomptés, elle va mettre les efforts nécessaires et soutenir les équipes. Et de l'autre côté, ça prend des équipes terrain qui veulent embarquer, qui sont prêtes à se déployer et aller s'attarder à ces problématiques opérationnelles-là dans un objectif d'amélioration. Donc, c'est l'amalgame entre les deux. C'est une haute direction très bien convaincue pour l'avoir vu et ça peut venir d'une direction, ça peut se percoler jusqu'au niveau du comité de direction. Des fois, il n'y a pas d'organisation qui est pareille, mais les deux constantes, c'est une haute direction convaincue qui me donne les moyens de mettre en place et une équipe opérationnelle qui veut bien participer par l'identification de problématiques et la mise en place de solutions concrètes. C'est encore une fois une balance entre les deux. C'est très équilibré, l'amélioration continue, finalement, de ce qu'on en comprend. Merci beaucoup, Loris. D'autres questions? Question pour M. Lagacé. Concernant le développement des compétences associées à l'amélioration continue, est-ce qu'il y a des cégeps ou des universités, est-ce qu'ils sont en action sur les notions d'amélioration continue dans des programmes ou des parcours de formation pour les étudiants? Est-ce que vous voulez dire à l'intérieur de nos formations même, de nos universités? Oui. Oui, bien, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais on a un programme dans notre formation au niveau du bac en génie industriel. On a un cours qui est amélioration continue dans les entreprises de services. Donc, on a un cours spécifique, un 3 crédits, où les étudiants doivent faire toute la démarche, incluant le Kaizen, l'identification des projets, etc. Donc, pour arriver ultimement à une certification. Donc, ça existe. On a les programmes courts en leadership et performance, où est-ce que j'ai certifié, je viens d'en certifier encore 17 vendredi dernier. C'est un 15 crédits où les gens s'inscrivent dans cette formation-là. Et d'autres universités, pour parler HEC aussi régulièrement, ont des programmes qui sont très bien structurés en termes de contenu en amélioration continue ou proche. Mais on a l'impression qu'il y a comme un décloisonnement de la formation. Il y a des gens de tous horizons maintenant qui peuvent s'intéresser à l'amélioration continue. Ah oui, et les organisations, par leur service de formation continue, offrent aussi des programmes courts ou des programmes spécifiques, des formations spécifiques qui vont donner des certifications aussi. Tu as le Mouvement québécois de la qualité. Donc, c'est quand même très accessible comme connaissance pour développer nos compétences. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça prend les mêmes compétences selon qu'on intervient en milieu industriel, privé ou dans l'administration publique, ou si c'est deux profils complètement différents? Ben, ultimement, ce sont les mêmes compétences. Déployer, amener les gens, convaincre, soutenir. On a les mêmes compétences sous forme de leadership, que ce soit dans le manufacturier
ou que ce soit au niveau des ministères ou des organismes de services publics. Les outils peuvent être différents, beaucoup plus quantitatifs dans le manufacturier comme de raison. Si on regarde le Six Sigma, là, on va tomber beaucoup plus là-dessus. Dans le niveau service le gouvernemental, on est plus sur les comportements de gestion, beaucoup plus sur le leadership organisationnel, mais ultimement, ce sont les mêmes compétences. Outils peuvent varier. Coffre outil va varier un petit peu, mais les mêmes compétences. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, Loris Richard? Oui, une question concernant la gestion des risques. On se questionne s'il y a un lien entre la gestion des risques et l'amélioration continue. Et si c'est le cas, comment l'amélioration continue peut influencer ou comment elle est impliquée dans la gestion des risques des organisations? Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus ou si je désigne un volontaire? Je peux essayer une réponse peut-être facile, la première, mais oui, je pense évidemment qu'il y a un lien. La gestion intégrée des risques aussi peut pointer là où on devrait réviser des processus, là où le risque est important. Fait que oui, moi je pense qu'il y a un lien assez évident, au minimum à cet endroit-là, lorsqu'il y a des risques organisationnels qui doivent être pris en charge. Je peux peut-être poursuivre. Oui, oui, c'est ça, on parle de salle de pilotage, donc de rendre visible. Comment est-ce qu'on peut rendre visibles nos risques, puis d'être proactif plus que réactif, bien évidemment, puis de faire rapidement la fameuse résolution de problèmes avec les gens opérationnels. Si on a déjà des structures en place, ben à ce moment-là, on est vraiment proactif, puis on soutient les opérations aussi, avant même que la situation se détériore. merci. Il nous reste une douzaine de minutes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, Loris. Alors, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse la poser. On vous écoute. Parfait. Donc, une question concernant la priorisation des projets associés aux projets d'envergure, notamment dans les organisations, et le rôle ou la capacité des équipes en amélioration continue. Comment on suit les projets en développement et en déploiement en fonction de la capacité de ces équipes-là à les accompagner? J'aurais envie de vous entendre, Marie Carbour, là-dessus. Comment on détermine justement un ordonnancement? Qu'est-ce qu'on priorise et comment on l'a fait, comment on le fait, ce choix-là? Bien, je dirais que de façon organisationnelle, c'est sûr qu'il faut que ce soit axé sur les priorités de l'organisation. C'est sûr qu'on a quand même des défis là, dans nos organisations. Parfois, nos priorités changent et peut-être trop rapidement, mais d'entrée de jeu, il y a une notion qu'il faut que ce soit vraiment lié à nos priorités d'organisation, nos défis de performance comme organisation. Concrètement, de ce que je comprends de la question, la question est aussi axée sur les équipes. Comment, comme équipe, je gère ma capacité? Et là, tu sais, comme toute autre équipe, je retournerai la question à Jean-François et à Cathy, mais par expérience, on a utilisé des Kanban, essayé de mettre du flux tiré. Fait qu'on utilise nos propres outils nous-mêmes pour être capable de gérer notre capacité et optimiser aussi notre capacité là, dans les efforts qu'on met dans la réalisation de ces projets-là. Fait que on utilise notre propre méthode, nos propres outils. Oui. Cathy, des fois, est-ce que vous êtes obligé de mettre le pied à terre et de dire, ben là, écoutez, c'est trop, là, arrêtez, on va finir ce qu'on a commencé, puis on va s'attaquer au reste après, ou comment ça se passe chez vous? Ben, rendu là, c'est un beau problème, quant à moi. Quand on en a trop, c'est rendu quasiment un beau problème. Je dis ça un peu à la blague. Bien sûr qu'il faut prendre soin de notre capacité, puis de s'assurer qu'on est bien aligné sur les orientations. On a quand même un comité directeur qui nous permet aussi de faire la priorisation. Au niveau de mon équipe, c'est sûr qu'il y a une gestion de la capacité, des opportunités. On donne de la formation, il n'y a pas juste des projets. Hein? Donc, ça aussi, ça demande de la capacité, tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement, et c'est aussi important. Puis bien sûr, ben, des fois, il faut se garder de la capacité pour je pourrais dire, des enjeux qui arrivent puis qui ont un soutien qui est imminent. Donc, ça aussi, il faut être capable d'être agile. Parfois, il faut, même dans la même semaine, changer nos priorités, comme toute autre équipe. Hein? Cette semaine, c'est ça notre priorité. La semaine prochaine, c'est autre chose. On le vit parfois au day-to-day, tout en ayant une planification un peu plus annuelle aussi. On rend visible sur quoi on travaille. Donc, notre direction voit sur quoi on met nos efforts. On a des caucus qui nous permettent de voir, on a tous les enjeux débloquants. Y a-t-il un problème de capacité? Il y a des rencontres statutaires qui sont faites avec les membres de l'équipe, donc on lève le flanc. Il y a beaucoup d'entraide. Des fois, là, à un moment donné, j'ai une demande d'atelier.
bim, la semaine prochaine, on anime un atelier de résolution de problèmes, 90 personnes en présentiel. Wouh! Quel plaisir! Toute mon équipe a été mise à contribution, puis boum, on est allé animer rapidement cet atelier-là. Et tout le monde a levé la main pour dire présent. Tu sais. Donc, c'est de l'entraîne, c'est de rendre visible, c'est d'être à l'écoute aussi. Est-ce que tout le monde est confortable d'être agile, puis de rapidement se mettre au jeu dans un atelier, etc. Donc, comme toute autre équipe, là, on doit prioriser, on doit être à l'écoute puis avoir des modalités de poursuivre. Là. Oui. Jean-François est revenu. Est-ce que vous faites comment vous faites l'arbitrage dans les demandes qui vous sont faites? Pas toujours facile, mais oui, on fait sensiblement ce qui a été dit chez Marika, chez Cathy. Si je prends un exemple concret pour les gens qui nous écoutent dans notre direction, c'est certain que les priorités sont données aux projets qui sont arrimés avec les plans stratégiques, les plans d'action des directions générales. L'enjeu, en tout cas, moi, ce que j'ajouterais, c'est que l'enjeu, c'est qu'évidemment, on donne priorité en fonction des priorités de l'organisation et on manque de capacité pour des projets qui sont d'initiatives opérationnelles où des fois, l'impact est fort pour être très, très intéressant. Parce que ces initiatives opérationnelles, c'est quelque chose dans lequel on aimerait investir du temps parce que le gain peut être intéressant puis l'effort est moindre, mais souvent, on est déjà attitré à des projets organisationnels. Donc, parfois, ça peut être un défi, comme partout, j'imagine. Oui. Dans votre pratique, M. Lagacé, est-ce que vous constatez qu'il y a des façons de faire qui sont meilleures que d'autres? Ou, C'est la première des choses, c'est dans l'établissement de nos priorités organisationnelles. On dit toujours la puissance de 3 et la limite de 6. Donc, être capable de s'ancrer sur quelques objectifs fondamentaux importants pour notre organisation, ça évite l'éparpillement des ressources. Et puis, partir sur des projets qui ne se termineront pas. Donc, vraiment recentrer sur nos priorités. Lorsqu'on a fait cet exercice-là, on le coupe en deux. Pourquoi? Parce qu'il va arriver, comme disait Cathy, des impondérables, des changements devant, là, qu'on n'aura pas le choix de s'occuper, en fin de compte, comme organisation. Et les organisations qui ont une plus grande maturité, on le voit qui se limitent à quelques grands objectifs, puis qui laissent la place, après ça, dans les opérations, amener eux-mêmes leur processus d'amélioration ou leur petit projet. Donc, c'est venir capter de façon formelle, qui est une planification stratégique, nos grands projets, nos grandes transformations, puis laisser de la place pour que nos équipes puissent fonctionner sur des activités qui sont plus de leur quotidien ou des revisions de processus qui demandent du temps, qui demandent la capacité, mais qui doivent être réalisées pour justement retirer des gains pour notre clientèle. Encore une fois, c'est l'équilibre entre les deux, mais moins, et diviser ça encore par deux. Là, parce que si vous commencez, vous investissez du temps, vous investissez de l'énergie et vous prenez de l'énergie justement de nos gens pour réaliser quelque chose. Si on part quelque chose, on le termine et on le pérennise. Puis par la suite, on en prendra un autre. Il va en avoir. C'est infini des idées qu'on parle en organisation. Voilà. Moins jusqu'au bout. Merci, M. Lagacé. Il est 13h07, donc ça fait 82 minutes qu'on parle d'amélioration continue. Il nous en reste 8. On a peut-être le temps pour une dernière question, Laurice. Oui, question plus pragmatique concernant la démarche de déploiement de l'amélioration continue pour une organisation qui débuterait dans ce domaine-là. Donc, si l'organisation ne possède pas de processus cartographié, est-ce qu'on peut se lancer dans un processus d'amélioration continue ou il est préférable de débuter par la cartographie des processus? Ça, c'est l'éternel dilemme de ceux qui veulent se rendre à destination avec le GPS ou y aller d'instinct, j'imagine. Je peux y aller. Oui. Assurément, moi, en tout cas, de mon expérience, je ne connais aucune organisation qui a commencé en amélioration continue et qui avait ses processus cartographiés. Ça, si on attend ça, on va attendre longtemps. Je pense que c'est très utopique. Puis de toute façon, ça fait partie des premières actions qu'on fait, mais très ciblées. Donc, comprendre c'est quoi le processus actuel, de le rendre visible, que ce soit par le biais d'un caucus, d'une salle de pilotage ou d'un projet, ça va être de connaître le processus actuel. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas standard, fait que les gens ne le connaissent pas. Fait que déjà, de le rendre visible, mais on fait un tour de roue de plus parce qu'on vient standardiser un processus pour l'ensemble de l'équipe. Mais ça fait partie de la démarche. Il ne faut assurément pas attendre pour se lancer. Là.
faut juste avoir le goût puis dire, on a des problèmes puis on a le goût de les régler. Oui. Je vous vois appuyer de la tête aussi, Jean-François Perrault, c'est la même chose, j'imagine? C'est le même conseil que vous pouvez donner? Même chose, effectivement. Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est un peu de l'essai-erreur. On est pareil, il faut se permettre de se lancer dans l'amélioration continue. Et il y a un gain en termes de compétences. On peut cibler des projets spécifiques et là, tester des outils. Puis par la suite, il y a un effet d'entraînement qui se crée. Mais oui, il faut se lancer. Oui. Cathy, non plus, la cartographie n'était pas faite quand vous êtes arrivé, j'imagine. Certaines étaient faites. Moi, je ramènerais plus le sentiment d'urgence. Il y a aussi que ça fait mal dans l'organisation qu'on aurait de gros impacts rapidement. Et je débuterai par ça. Je suis sûre que je ne peux pas ne pas parler encore une fois de la formation, de l'accompagnement coaching. Ça fait partie, bien sûr, qu'on ait le même langage, qu'on comprenne bien la méthodologie aussi. Donc, le sentiment d'urgence va être un bon guide. C'est sûr, en ligne avec votre mission, bien évidemment, mais c'est ce qui va faire, qui va donner du sens au changement que vous voulez faire. Commencez par des petits succès. Faites-le rayonner. Mettez des gens formés qui seront aussi des bons ambassadeurs dans votre organisation. Impliquez vos ressources, que ce soit au niveau tactique, stratégique, opérationnel, dans tout ça. C'est une belle recette pour que ça marche. Merci beaucoup, Cathy Robitaille. Et moi, je vais prêcher pour la paroisse du Ségo parce qu'on a rendu public ce midi un document de 24 pages qui porte sur l'amélioration continue dans les 6 organisations du Ségo. C'est un portrait, c'est un état des lieux qui va évoluer dans le temps, mais qui est assorti de conseils, de recommandations et qui présente un peu la situation de l'amélioration continue. Alors, c'est tout à fait gratuitement, puis je vous invite à le consulter sur le site Internet du Ségo à compter de demain, mais dès maintenant sur la page LinkedIn du Ségo, et je vous invite aussi à vous y abonner. Écoutez, il est 13h11, on n'aura pas le temps, je pense, de prendre une autre question, mais je m'en voudrais de ne pas faire un dernier tour d'horizon, dernier tour de table, avec peut-être un dernier mot de M. Lagacé pour commencer. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion de votre côté, M. Lagacé? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très plaisant pour moi de joindre ce groupe-là. J'en connais quand même déjà plusieurs. C'est aussi rassurant de voir que l'amélioration continue se porte bien et qu'elle grandit bien et elle a survécu à toute cette période de pandémie-là. Si j'avais un rêve que je voudrais vous partager, ce serait un peu de continuer la démarche d'implantation des salles de pilotage pour fédérer l'ensemble de ces salles de pilotage à l'intérieur d'une grande salle de pilotage gouvernementale. Parce qu'on aurait l'ensemble de nos organismes et ministères qui pourraient atteindre, en fin de compte, c'est le service à la clientèle, le service populationnel. Il y aurait comme grand objectif à l'intérieur d'une grande salle de pilotage, mais on va y arriver, petit mot par petit mot. Et ça, ce sera mon rêve ultime. Merci encore pour l'invitation. On demeure toujours bien impliqué dans la communauté et on peut répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Lagacé. Alors, on va y aller aussi d'un petit mot de la fin de la part de Marie Carbour. Simplement, je pense que c'est important de se rappeler que l'amélioration continue vit depuis longtemps dans nos organisations, en tout cas dans plusieurs de nos organisations. On a des experts dans nos organisations, des gens qui ont développé une belle compétence, une belle expertise qu'on a avantage à utiliser pour vraiment répondre aux défis que rencontrent nos organisations. Mais on a une belle communauté qui est engagée et très, très motivée pour la suite. Fait que ça, c'est rassurant. Merci beaucoup, Marie Carbour. Jean-François Perrault, à Revenu Québec. Comme mot de la fin, peut-être vous dire effectivement, moi je pense que l'amélioration continue, c'est bien vivant et je ramènerais un peu quelque chose qui a été dit. L'amélioration continue, c'est de l'adaptation, c'est de l'évolution continue avec la société québécoise. Donc, c'est pas, on le disait, c'est une obligation et c'est quelque chose qui est payant et pour lequel les gens ont une soif aussi. Donc, on vient structurer quelque chose qui va un peu de soi. Merci. Cathy Robitaille. Écoutez, ça a été une super rencontre. Merci pour la belle invitation, la belle opportunité, les travaux aussi qu'on a fait en concertation. Tout ça, pour moi, c'est générer de l'amélioration continue, parce qu'on soulève un peu justement nos succès, nos défis, nos enjeux. On s'inspire entre nous.
Donc, pour moi, ça fait partie aussi d'améliorer ma pratique, de côtoyer des gens qui ont des expertises, puis qui ont développé des choses, puis qui sont inspirants. Merci aussi aux organisations, recherche, formation, tout ça, vous nous soutenez hein, dans ce qu'on fait. C'est ce qui fait qu'on a une pratique renouvelée. Hein? Donc, voilà, merci encore. Merci beaucoup, Cathy Robitaille. Alors, merci à nos 4 panélistes. Je vous rappelle que vous pourrez le revoir, ce webinaire, parce qu'il sera disponible sur le site Internet du SEGO. On va aussi mettre le lien sur notre page LinkedIn. Il va être accessible donc dès demain. Je voudrais aussi remercier très sincèrement ma collègue du SEGO, Mélanie Fradette, et Loris Richard pour l'animation de la période de questions. On a aussi un lien vers un sondage. On aimerait vous entendre pour nous améliorer. Donc, je vous invite à participer. Et un immense merci enfin au service des communications de la SAAC pour l'ensemble de l'œuvre, notamment la diffusion. Alors, Michel Plot, Donovan Bilodeau-Plante et Christine Gagnon des communications de la SAAC, un immense merci. Alors, au nom du SEGO, le Centre d'expertise des grands organismes, c'est Pierre Turgeon qui vous remercie infiniment, mesdames, messieurs, de nous avoir consacré votre heure du dîner. Et je vous souhaite la meilleure des journées pour ce qui en reste. Et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire du SEGO qui aura lieu au mois de juin, le 7 juin. Soyez attentifs sur notre page LinkedIn pour en savoir plus long. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux panélistes. Merci aux participants. Au revoir et au plaisir.